Non. Je vais, et voilà, bienvenue, voilà le thème, prenez les intervenants, et ensuite je vous laisserai la parole. C'est vous qui commencez. Je vous donnerai mon micro de toute façon. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce forum Interclimat en ce premier jour du Batimat 2024. Nous sommes ici en conférence pour 1 heure ensemble avec pour thème de cette première conférence tout ce que vous voulez savoir sur la maîtrise des fluides frigorigènes. 3 intervenants qui vont nous mener cette conférence. Je vais commencer par Bernard Philippe. Bonjour Bernard, vous êtes délégué général de l'Alliance Froid Climatisation Environnement. À vos côtés, nous avons Mathias Blancard. Bonjour Mathias. Bonjour. Mathias, vous êtes chargé d'études au CETIAT. Et enfin, juste à côté de moi, se tient Jérôme Maldonado. Vous êtes responsable technique Uniclimat et c'est à vous d'inaugurer cette conférence. 1 heure d'échange suivie par la suite de rencontres sur votre stand. Bonne conférence à tous. Merci, bonjour à tous. Alors, diapo suivante s'il vous plaît. Voilà, la suivante encore, excusez-moi. Alors, avant de passer la parole à Bernard Philippe, nous allons développer 5 thèmes pendant 1 heure. Le premier sera présenté par Bernard Philippe. Vous l'avez sous vos yeux, c'est l'inventaire sur les fluides frigorigènes. Il poursuivra par la suite sur quelques éléments de la nouvelle, on peut encore l'appeler nouvelle, réglementation sur les fluides frigorigènes, le règlement F-Gaz. Je reprendrai la parole pour vous présenter un outil que nous avons élaboré à 5 voix pour vous aider à faire du calcul de charge en fluide frigorigène. Puis je passerai la parole à Mathias qui vous parlera de travaux du CETIAT sur des pompes à chaleur avec des fluides avec des fluides qui ont des faibles GWP. Et je conclurai pour vous présenter une brochure qui a été élaborée collectivement également par l'Association française du froid. Bernard, la parole est à toi. Merci Jérôme et merci à Uniclimat pour l'invitation. Diapo suivante s'il vous plaît. On va faire un petit tour déjà, quand on parle de fluide frigorigène en France, de quoi on parle au niveau de l'utilisation, qu'est-ce qu'il y a en fonctionnement aujourd'hui dans tous les sites, quel que soit le secteur d'activité. Et tous les ans, on finance, avec la FCE finance une étude donc, qui va faire un rapport annuel de la banque, des fuites, des demandes en fluide frigorigène, quel qu'il soit. Donc on va balayer un peu ça. Et cette étude elle est divisée par secteur et sous-secteur, donc on descend assez bas dans la profession et on va trouver tout l'aspect climatisation, pompe à chaleur également. Suivante s'il vous plaît. Alors quand on parle de fluide frigorigène dans les émissions de gaz à effet de serre, alors déjà on voit sur le graphe que ça diminue, donc c'est le graphe global des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc la bonne nouvelle c'est que ça diminue année après année, donc on démarre de 90 et on va jusqu'à 2023 en estimation. Le bleu foncé c'est quoi? C'est les émissions fossiles. Donc c'est le transport, le chauffage, pour résumer. En vert et en bleu, c'est l'agriculture. Et en rose, au milieu, ce sont les fluides frigorigènes HFC. Donc ça représente à peu près 2% des émissions en France. C'est également en diminution. L'an passé, on avait plutôt 3%. Donc les fluides frigorigènes HFC, ils sont utilisés également dans d'autres activités, mais c'est quand même principalement la réfrigération et le conditionnement d'air qui utilisent ces fluides-là et qui représentent encore une grande partie de la banque. Donc la profession fait des efforts, on voit que ça diminue au fil des années aussi. On pèse 2%, on peut se dire c'est pas grand chose, mais c'est 2% et on va continuer à faire des efforts. Vous allez voir, les efforts payent. Suivante s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de la banque, on parle de tout ce qui est en fonctionnement en France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme fluide dans les systèmes? Et dans les systèmes en France, il y a beaucoup d'HFC. 75% c'est des HFC. Une douzaine de pourcents c'est des HFO maintenant qu'on voit arriver, et puis 14% c'est des fluides comme l'ammoniac, le CO2 ou hydrocarbures. Mais on voit que cette banque elle est assez conséquente, elle est grandissante, c'est normal parce qu'on a un marché globalement du froid et conditionnement d'air et notamment de la pompe à chaleur qui est en croissance. Donc que la banque augmente, c'est logique, et sa part HFC reste encore très prépondérante par rapport aux autres types de fluides. On voit que la partie sur le camembert de droite, la partie climatisation, pompe à chaleur, c'est une grosse part, si on les regarde ensemble, c'est quasiment 50%. Il y a encore une grosse partie en verte, c'est la clim auto.
c'est aussi faut pas le négliger, c'est beaucoup de voitures, donc au final c'est beaucoup de fluide. Donc voilà la banque, une banque en croissance, une part prépondérante encore des fluides HFC, des HFO qui se développent et des fluides qu'on appelle naturels, donc ammoniac, CO2, hydrocarbures, qui se maintiennent autour de 12-14%, qui grimpent légèrement, mais qui vont certainement grimper parce que leur application trouve sa place dans certains usages. Suivante, s'il vous plaît. En termes d'émissions, les émissions, c'est quoi? C'est des fuites. Et là, c'est sympa aussi parce qu'on voit sur le graphe de gauche et de droite, donc à gauche, c'est en tonnes, et à droite, c'est en tonnes équivalent CO2, donc c'est par rapport au GWP et au PRP. On voit que nos fuites diminuent fortement, année après année. Donc on démarre de 90. Ce qu'on voit en noir le plus foncé, c'était l'époque du R22, et en dessous des CFC pour les anciens, le R12, etc. Ça, c'est l'effet des réglementations qui fait qu'on arrive à ces efforts-là. Donc on retrouve, comme dans le graphe précédent, en bleu les HFC et en gris les autres fluides qui sont présents sur une douzaine de %. Donc les fuites sont en réduction, la banque est en augmentation, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi je dis félicitations à la filière parce que tout ça, ça a été poussé par la réglementation, les bonnes pratiques, et on est sur la bonne voie. Alors ça diminue en tonnes, mais ça diminue encore de façon plus flagrante lorsqu'on parle de tonnes équivalent CO2. La raison est simple, il y a moins de fluides dans les équipements. Les fluides utilisés ont des GWP beaucoup plus faibles, donc les émissions en tonnes équivalent CO2 diminuent, et on va poursuivre encore ces efforts-là. Suivante, s'il vous plaît. Si on regarde les fuites par secteur, donc on retrouve nos gros secteurs, froid domestique, froid industriel, commercial, chiller, transport. Donc chacun va à sa part. Mais ce qu'on voit généralement, c'est qu'il y a une forte baisse des émissions par certains secteurs, notamment le parc auto. Le parc auto qui était un secteur très émissif, qui marchait au 134A, il y a encore beaucoup de véhicules au 134A, ont basculé vers le 1254YF, donc avec des CO2, des GWP beaucoup plus bas, donc un impact beaucoup plus bas. Les contrôles d'étanchéité obligatoires qui ont été dus à la F-Gaz 1 et F-Gaz 2 et qui vont se poursuivre sur les GAF 3. Donc ça aussi c'est pertinent et on voit que ça réduit les fuites. Et puis des interdictions qui ont été présentes dans la F-Gaz également, qui interdisaient notamment qui a ciblé dans la F-Gaz précédente beaucoup le 404A. Et on voit en partie clim pompe à chaleur, le 410 se fait supplanter par le R32 un peu partout, donc avec un effet de serre moindre également. Et puis un aspect récupération, je le mentionne ici, on en parlera un peu plus tard. La récupération, ça va être vital pour les années qui viennent. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est la demande. Donc, c'est ce qui est mis sur le marché tous les ans en termes de fluide. On voit que la maintenance, plus le rétrofit, c'est 50% de la demande à peu près des fluides. Le reste, c'est la production, donc en usine, les charges en usine et puis les charges sur site. Mais la maintenance, y compris rétrofit, c'est encore 50% de la demande en fluide frigorigène. Donc c'est également en décroissance, donc c'est intéressant, c'est significatif. La maintenance l'an passé, je crois qu'elle était autour de 48%, donc elle est également en baisse. Donc tout ça, ce sont des signes intéressants. Suivante, s'il vous plaît. Donc la demande se répartit également par type de fluide. On voit des fluides aujourd'hui de transition comme le 448, 449 qui sont un peu présents, le 410 qui diminue, le 404 qui existe principalement quand régénéré va à sa disparition, le R32 qui croît, c'est logique, et le 134 qui diminue. Donc tout ça, ce sont des effets communicants et qui sont plutôt dans le sens de l'histoire. On voit le CO2, l'ammoniac qui sont un peu constants au fil des ans, donc on va voir comment ça évolue dans les années qui viennent. On voit les HFO qui commencent à prendre leur part de marché également. Slide suivante, s'il vous plaît. Cette étude-là, elle est complète. Il y a 34 sous-secteurs de mémoire. Vous pouvez la télécharger sur le site ou scanner le QR code qui est là. Donc vous l'aurez en détail. Il y a les chiffres macro que je vous ai donnés là. Et puis après, vous pouvez descendre par sous-secteur et aller voir par sous-secteur quand on parle de banque, d'émissions, de demande, de type de fluide. Vous allez voir ce détail-là. Donc c'est une étude qu'on fait tous les ans. C'était une étude qui a été faite par le ministère de l'Environnement jusqu'en 2016. Et puis ils ont décidé d'arrêter. Et nous, de la FCE, on a dit maintenant c'est une étude pertinente, il faut qu'on puisse montrer ce qu'on fait comme effort, il faut qu'on puisse montrer comment les fluides évoluent. Et donc cette étude-là, on l'a fait tous les ans, c'est la 3e année qu'on l'a fait et qu'on la finance. Donc elle est libre d'accès, elle est là pour informer et aussi informer les pouvoirs publics, parce qu'ils ont besoin de savoir avant de prendre des décisions. Enfin, au moins, il faut qu'ils essayent de savoir avant de prendre des décisions. Suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'était une première approche macro de vous donner des informations sur quand on parle de fluide frigorigène en France, de quoi on parle en termes de famille. Donc on voit qu'on a
j'insiste, on a une grosse banque en HFC. Donc c'est par rapport à la maintenance qu'on va avoir à faire demain. Donc c'est important et vous allez voir qu'on récupère. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette étude-là? Donc je vous invite à la télécharger. Hein. Il y a plein d'informations dedans. Oui. Est-ce qu'il y a des micros qui se baladent ou... On essuie les plâtres, hein, c'est la première conférence. Monsieur, vous aviez une question? Je vous donne le micro. Bonjour. Dans votre étude, est-ce que vous prenez en compte l'aspect des gaz régénérés? Ça, c'est la mise sur marché des fluides neufs qui est là. Mais dans la banque, on va retrouver les régénérés et dans la demande aussi. Donc ils sont inclus dans l'impact, dans l'étude. Le régénéré, il est tracé. Oui. Donc il est régénéré, donc il est remis sur le marché, il est tracé. C'est pas le cas du recyclé, on ne peut pas l'identifier là. Ok, merci. Autre question, commentaire, remarque? Oui. Premier rang. Oui. Bonjour, je voulais savoir pour le HFC, pour les installations neuves, qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce qui reste comme fluide? Oui, il y en a. Ça dépend où vous projetez. Oui, justement, c'est ça que je voulais savoir. Si il y a des fluides en moins de 150. On va parler un peu, justement, c'est une bonne transition. On va parler de F-Gaz. HFC, je parle. Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Très bien. Merci. Je vous en prie, on va regarder ça. Donc je vais regarder la parole, je vais garder la parole et parler un peu de cette fameuse F-Gaz. Donc slide suivante, s'il vous plaît. Suivante encore. Merci. Donc les réglementations sur les fluides frigorigènes, notamment les fluides frigorigènes fluorés. Donc on parlait pour les plus anciens des CFC, des HCFC, c'était le R22, et puis des HFC. J'inclus les HFO dans les HFC, dans ça. Donc on a vu que ça a démarré dès 87 avec le protocole de Montréal. On a attaqué la couche d'ozone, des produits chlorés. Et ça, je veux le saluer parce que c'était l'anniversaire du protocole de Montréal le 16 septembre. Et on a réussi quelque chose de fondamental au niveau mondial, c'est qu'on a réussi à recréer cette couche d'ozone, enfin à boucher c'était l'effort de cette réglementation-là sur le protocole de Montréal, disparition des CFC, puis disparition des HCFC. Donc ça, c'était une façon de cibler la couche d'ozone. Après, on a vu le protocole de Kyoto qui est arrivé, et lui, regardez quoi, c'est l'effet de serre. Donc l'effet de serre, tout naturellement, on a vu arriver le contrôle des HFC, et donc la fameuse F-Gaz qui est en 2006, qui est arrivée, révisée en 2013-2014. Et puis on est arrivé à la deuxième révision, donc 2021, 2022, 2023, qui nous ont amené ce nouveau règlement aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir une neutralité carbone 2050. Donc tout ça, c'est le chemin qui nous mène vers là. Donc ce chemin, il est long, il a démarré en 87, mais avec de super résultats. On le voit aussi avec ce que j'ai présenté précédemment, des super résultats en termes de réduction des fuites, que ce soit en tonnes, que ce soit en équivalent CO2. Donc bravo à la filière, il faut qu'elle continue dans ce sens-là. Donc ça, c'était l'histoire. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc le nouveau règlement F-Gaz, donc deuxième révision, est rentré en vigueur le 11 mars de cette année. Ça a été long, ça a démarré en 2021, les discussions. Ça a été très très long et ça a fini sur des compromis entre politique et technique. Donc il y a des choses là-dedans pertinentes, d'autres un peu plus difficiles à mettre en œuvre, on va le voir. Donc slide suivante, s'il vous plaît. Les deux piliers de la F-Gaz ne changent pas. On a toujours deux piliers, un qui est là pour limiter l'usage en bleu et l'autre pour limiter les fuites en orange. Donc limiter l'usage, on va faire quoi? On va faire des interdictions d'utilisation, ce qu'on a pu voir sur le 404A avant sur le froid commercial, sur la précédente. Des restrictions d'usage en service, notamment l'utilisation de régénérés pour certains fluides uniquement. Et puis les face down, ce qu'on appelait les quotas pour mettre sur le marché des fluides. Donc ça a été aussi une réduction intéressante ou efficace de réduire les GWP des fluides. Et concernant la prévention des fuites, qu'est-ce qu'on a fait? On a formé, attestation d'aptitude, attestation de capacité. On a imposé des contrôles d'étanchéité périodiques en fonction de la charge, en équivalent CO2. Et on a également étiqueté, tracé. Donc les reportings annuels, donc tous les opérateurs aujourd'hui ramènent au mois de janvier tous leurs mouvements fluides auprès de son organisme agréé. Donc tout ça, ça a amené au résultat qu'on a vu avant. Et donc est intervenue cette deuxième révision qui était prévue de la F-Gaz avec des nouvelles dispositions. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc dans les deux piliers qu'on a vus tout à l'heure, on va voir que la nouvelle F-Gaz a étendu notamment l'aspect certification à d'autres fluides.
que les fluides fluorés. Les HFO qui étaient nulle part en termes de réglementation sont maintenant intégrés, donc ils étaient vraiment absents. Et puis vraiment une volonté de récupérer, recycler, régénérer. On va voir pourquoi tout à l'heure. Pour limiter l'usage, il va y avoir des nouveaux calendriers de phase down. Donc on est passé vraiment d'une piste verte à une piste noire d'un seul coup. Donc beaucoup de réduction dans les quotas, ce qui va amener de la réflexion sur le terrain. Quelques nouvelles interdictions de mise sur le marché, notamment sur la partie conditionnement d'air, pompe à chaleur. Des interdictions qui n'étaient pas très présentes dans la F-Gas précédente. Et puis un meilleur contrôle douanier. Il y a pas mal de trafic sur ce monde des fluides frigorigènes. Slide suivante, s'il vous plaît. Mais je ne vais pas me focaliser sur l'ensemble, ça serait trop long, mais sur ces 3 points-là, la partie certification, calendrier du phase down et puis interdiction de mise sur le marché. La suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc au niveau certification des entreprises et des personnes, donc aujourd'hui, une entreprise doit avoir une attestation de capacité et son personnel une attestation d'aptitude. L'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides fluorés. Aujourd'hui, il va falloir former également sur les substituts, comme les hydrocarbures, comme le CO2, comme le propane. Donc ça change un peu la donne. On va voir le calendrier par la suite. Ne vous affolez pas, vous qui avez l'attestation d'aptitude aujourd'hui, elle reste valable. On va devoir forcément faire un rafraîchissement, mais elle reste valable, elle n'est pas perdue. Mais elle ne sera pas valable à vie. Aujourd'hui, l'attestation d'aptitude est valable à vie. C'était le cas en France, ce n'était pas le cas dans d'autres pays. Il y a d'autres pays déjà qui avaient mis des durées, comme la Belgique, de mémoire c'était 5 ans. Le Luxembourg avait aussi une durée. Enfin voilà, mais maintenant toute l'Europe aura une validité dans l'attestation d'aptitude, un peu comme l'habilitation électrique où il va falloir faire un rafraîchissement régulier. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc dans la partie formation, certification, le calendrier était le suivant. La réglementation a donné aux États membres des dates. Et la Commission donc, a établi un référentiel aujourd'hui. Donc il y a un nouveau règlement qui est sorti, un nouveau référentiel qui va définir des nouvelles catégories par rapport aux attestations d'aptitude que vous connaissez aujourd'hui. Ce n'est plus les mêmes. Et à partir de ce nouveau référentiel qui a été rendu en vigueur le 29 septembre, chaque État membre a 1 an pour lui proposer également son nouveau programme. Donc aujourd'hui, les autorités travaillent, on va travailler déjà toutes les parties prenantes, y compris Uniclimat, FCE, AFF et tout ça, sur ça va être quoi ce nouveau référentiel, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi non plus, parce que passer une aptitude, une capacité, c'est aussi pour un opérateur et pour le technicien un investissement. Donc l'État français aujourd'hui a 1 an, donc jusqu'au 29 septembre 2025, pour proposer à la Commission son nouveau référentiel sur les aptitudes. Ensuite, à partir de 2027, il va falloir former les gens avec ces nouvelles aptitudes et commencer à rafraîchir des anciens. Les anciens, c'est pas péjoratif, hein. Ceux qui ont l'aptitude aujourd'hui. Et ceux qui ont l'aptitude aujourd'hui devront, avant mars 2029, avoir passé le rafraîchissement. Je vais vous montrer ce qui est sorti de la commission. Slide suivant, s'il vous plaît. On avait à ce jour 4 catégories si j'exclus la voiture. On avait la 1 qui couvrait tout, l'installation, maintenance, réparation. La 2, c'était la même chose, mais petits systèmes. Et après, il y avait la récupération et les contrôles d'étanchéité. La commission a dit qu'il faut absolument qu'on intègre des fluides autres que les fluorés là-dedans. Et donc, ils ont créé une catégorie A1 qui inclut les fluorés qu'on connaît aujourd'hui avec des HFO, mais également hydrocarbures. Donc, une catégorie commune hydrocarbures fluorés. A2, c'est la même chose, mais pour des petits systèmes, donc petites charges, en dessous de 3 kg ou 6 kg si c'est hermétique. Une catégorie B qui apparaît pour le CO2. Donc on est sur une réglementation qui s'applique pour les fluides fluorés, mais on impose quand même une attestation pour le CO2, une autre pour l'ammoniac. La D, c'est pour tout ce qui est récupération, donc uniquement les fluorés. C'est marrant parce qu'on récupère que les fluorés, le reste on s'en fout, ça m'étonne un peu quand même. Et puis contrôle d'étanchéité, la E, uniquement sur les fluorés aussi. Donc ça veut dire que pour les autres fluides, on a le droit de fuir, ça n'a pas d'importance. Par contre, l'effet sur l'efficacité énergétique est direct. Donc le nouveau schéma est là, il est un peu complexe, il bouleverse un peu tout. La commission n'a pas vraiment écouté les parties prenantes, parce que quelque part c'est une réglementation qui s'applique aux fluides fluorés, qui ne s'applique pas aux autres gaz. À savoir aujourd'hui qu'en France et dans d'autres pays, un dirigeant d'entreprise a le devoir déjà de former ses techniciens au regard de la sécurité sur l'ensemble des applications ou interventions qu'il fait. Donc les gens sont formés en hydrocarbures, en propane, au CO2, à l'ammoniac déjà sans avoir passé par là. Donc tout ça, ça fait quelque chose de complexe, un nouveau référentiel à mettre en œuvre. Déjà, on va dire les A1, A2, intégrer des hydrocarbures au sein des fluorés. Alors pour ceux qui ont passé l'aptitude, on faisait des maquettes sur des fluorés, des petites manipulations.
Qu'est-ce qu'on va faire demain sur l'hydrocarbure? Je ne sais pas. Jusqu'où on va aller, je ne sais pas. Donc ça, c'est des discussions qui démarrent. Là, on va démarrer avec les autorités, faire des petits groupes de travail pour savoir qu'est-ce qui est jouable ou pas, et comment les centres évaluateurs vont devoir s'équiper. Qu'est-ce qu'on va demander à un opérateur exactement. Donc de grosses discussions à venir là-dessus, mais on a 1 an pour le faire. Ça, c'était la partie certification. La slide suivante, s'il vous plaît. La partie réduction de mise sur le marché des fluides, donc ce qu'on appelait le phase down avant. La courbe du haut, c'est les anciens paliers qu'on avait avec la réglementation précédente, et la courbe du bas, c'est la nouvelle réglementation. Donc quand je vous parlais de piste verte ou piste bleue vers la piste noire, c'est un peu ça. Donc il y a des gros seuils de réduction de mise sur le marché, donc des quotas qui sont très très drastiques. Et certains d'entre vous doivent le vivre aujourd'hui. Déjà, même certains distributeurs ont du mal à vous fournir, ou freinent à vous fournir. Donc ça devient un sacré problème, c'est un peu une conséquence. Ce qui est arrivé aussi en plus, c'est que la Commission européenne a décidé de rajouter un acteur qu'on ne connaissait pas avant. Il n'y a pas que le froid et la clim. Il y a aussi dans les quotas ici ce qu'on appelle les MDR, c'est des inhalateurs médicaux. Donc la ventoline, par exemple, le propulseur, c'est du 134A. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, principalement. Et donc ces gens-là ont été également rajoutés dans les quotas. Donc ça vient prendre en 2023, c'est 10 millions de tonnes équivalent CO2 sur à peu près en 2023. Donc on avait 50 millions de tonnes, on va dire. Donc c'est quand même pas mal. Donc un nouvel acteur, en plus sur des distributions qui sont en réduction drastique. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc ça c'est un petit condensé macro sur les années qui viennent devant nous. Donc par rapport à l'ancienne réglementation, c'était quand même des seuils importants. Donc il y a un risque d'indisponibilité pour la maintenance du parc installé. Quand je vous disais tout à l'heure, 75% du parc c'est encore des HFC. Il faudra encore les trouver pour pouvoir faire la maintenance. Donc ça va se courir après. Il y a un risque de voir l'illégal se développer, qui est déjà aujourd'hui en cours. D'où l'importance de récupérer, régénérer, recycler. Donc aujourd'hui, c'est une valeur importante, parce qu'autrement, il y a des appareils qui ne pourront plus fonctionner. C'est évident avec les pentes qui sont prévues là. Alors la Commission a gardé pour les pompes à chaleur une petite réserve, il y a un petit buffer qui existe suivant le développement des pompes à chaleur en Europe. Donc une petite réserve spéciale pour les pompes à chaleur, mais elle n'est pas très grosse. Suivante, s'il vous plaît. Les interdictions, il y a différents seuils, là c'est les chillers. Dans les chillers, donc il y a des seuils de puissance. On verrait le 12 kW qui revient tout le temps, c'est un seuil de référence. On ne sait pas à quel niveau de température, mais c'est 12 kW. Vous prenez ça comme ça. Avec en dessous de 12 kW une volonté d'avoir des fluides en dessous de 150. Avec une volonté au-dessus de 12 kW de garder la porte ouverte pour le R32, donc au-dessus de 750. Ces tableaux-là, vous les verrez en détail. On a un petit formulaire que vous pouvez télécharger par la suite. Je me suis concentré uniquement sur la partie clim, donc ça c'est les chillers. Slide suivante, s'il vous plaît. Sur la partie climatisation et pompe à chaleur, il faut distinguer deux mondes. Il y a la partie du monobloc et la partie du split. On retrouve encore ce seuil de 12 kW qui est présent là. Donc avec ce seuil de 150. Donc vraiment le 150, c'est le seuil à ne pas dépasser demain sur ces applications-là. Il y a une volonté même en dessous de 12 kW d'interdire dans les monoblocs les fluorés demain, donc à horizon 2032. Donc ça reste soumis à réexamen en 2030. Donc ils ont été très créatifs, ils proposent des interdictions soumises à révision déjà, ou à évaluation. Et au-dessus de 50 kW, il y aura toujours le PRP supérieur à 150 qui sera toléré. Sur les splits, on va distinguer deux niveaux et deux technologies. Donc il y a toujours le 12 kW et puis il y a le RR et le RO. Donc sur le RO, le seuil de 150 c'est à partir de 2027, sur le RR à partir de 2029. Et ensuite au-dessus de 12 kW, on va retrouver des PRP supérieurs à 750 jusqu'en 2029 et 150 en 2033. Ça le détail, hein, vous le trouverez dans le fascicule. Mais ça veut dire que le 150 c'est une référence pour les petites puissances, en dessous de 12 kW. Donc je ne sais toujours pas 12 kW de quoi, mais prenez 12 kW. Il y a un réexamen prévu en 2030 pour les interdictions totales. Et puis il y a deux petites étoiles ici qui vous signalent si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d'exploitation. Donc il y a une possibilité qui va être donnée, qui est mal définie encore à ce jour. C'est si un problème de sécurité pour installer du propane par exemple, eh bien, on aurait le droit de pouvoir aller installer du A32 par exemple.
Donc il peut y arriver des sites où l'installation, si je prends un exemple du propane, c'est délicat, pas simple, on a le droit de switcher sur un fluide un peu plus important comme le 32. Slide suivante s'il vous plaît. Donc retenez pour la F-Gaz ce 12 kW c'est une référence, le 150 c'est une référence. Formations alternatives, on se pose la question, je pense que dans un an on aura un peu plus de détails à vous donner. Récupérer, recycler, régénérer. On est déjà en saturation, le marché est hyper tendu. Il y a quelques définitions qu'on demande encore à clarifier, notamment la partie disposition de sécurité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis pour les pompes à chaleur, il y a un petit buffer qui est là pour la réduction de face down. Slide suivante, je vais finir, je vais laisser la place à mes collègues. Donc pareil, vous pouvez télécharger c'est un petit fascicule qu'on a de cette page qui résume toute la partie F-Gaz, qui peut être utile à déverminer un peu ce règlement, qui est assez fastidieux à lire, mais hyper efficace pour dormir. Donc c'est également téléchargeable sur notre site, je vous invite à aller voir, tout comme l'étude précédente. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà pour la partie F-Gaz, très très sommaire, très synthétisée. Je voulais vous donner des grosses lignes et des 3 gros points qui sont un peu alarmants. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, remarques? Ça semble bien clair tout ça. Non, je crois qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens là-dessus, mais voilà, on va vivre encore une révolution. Je pense que je n'ai pas fait le tour encore, mais on va voir pas mal de nouveaux fluides. Pour répondre à votre question, monsieur, tout à l'heure, dans les HFC en dessous de 150, il y en a. Il y en a qui sont déjà existants, il y en a qui sont en développement avec des très très fortes, très très basses valeurs. Le propane a sa place, mais pas sa place partout. Dire qu'on peut faire, ça ne veut pas dire que c'est applicable partout. Dire qu'on sait faire, ça ne veut pas dire que c'est tolérable partout. Donc moi je suis pour une vision pluraliste. C'est vrai que les frigoristes, on avait beaucoup de choix, on avait peut-être sur 2 mains, on pouvait choisir nos fluides. Demain peut-être sur 1 main, simplement on pourra choisir nos fluides. Mais ça passera. On n'a pas une technologie pour tout, on n'a pas une solution pour tout. Et gardez en mémoire quand même que ce qu'on cherche, c'est une efficacité énergétique. On voit que la fuite diminue, et diminue fortement. Des fluides avec un GWP très bas, donc l'effet de serre direct, il devient ridicule. Si on fait un calcul de TIWI, malheureusement, il n'a jamais été utilisé. La partie directe du TIWI, elle devient ridicule. Alors c'est quoi la partie? C'est la partie indirecte qui va être prépondérante, donc c'est l'efficacité énergétique. Alors si vous faites des installations avec de l'eau glycolée, je prends un exemple, j'ai fait tout type d'installation dans ma vie, mais prenez un chiller, un réseau d'eau glycolée et un terminal, c'est moins efficace que si vous prenez de l'air et vous allez faire souffler de l'air. Plus il y a de deltaté, plus il y a de hauteur à franchir, moins vous êtes efficace. Donc ce qu'il faut garder en mémoire, c'est l'efficacité du système. Ce n'est pas l'efficacité d'un truc, d'un produit uniquement, non, ça serait faux. Ça serait une fausse idée d'aller simplement regarder l'efficacité de la machine, c'est le système qu'il faut regarder. Merci. Merci Bernard. Quel succès, bravo. Alors, est-ce que vous pouvez avancer de quelques diapos s'il vous plaît? Je vous dirai stop. On va essayer de rattraper un peu de temps perdu. Avancez encore. Voilà, stop, très bien. Non, la vidéo doit démarrer et j'ai le temps de vous parler un petit peu de cet outil qui s'appelle C-Charge Fluide. C'est un calculateur de charge. Il va vous permettre tout simplement de calculer la charge que vous avez dans vos installations frigorifiques. C'est un outil pédagogique qui a été fait, vous voyez, collectivement, puisqu'il y a 5 associations qui se sont associées à ça. Vous avez les logos en bas de l'écran, la DC3R, la FCE, le CINETAM, le SNEFCA et Uniclimat. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'était finalement d'accompagner tous ces changements de fluides, parce que vous voyez qu'il y en a beaucoup, et notamment, on s'est focalisé sur l'arrivée des fluides inflammables, parce que c'est ce qui nous semble être l'élément le plus nouveau. Donc c'est un outil pédagogique, il ne remplacera jamais le travail des professionnels, ça c'est important de la garder en mémoire. Et on s'est basé sur 3 référentiels. Le premier que vous connaissez déjà, qui s'appelle la NFEN 378, qui vous demande de faire des analyses de risque et qui vous donne des outils pour faire des calculs de charge limitant fluide. Et on y a rajouté 2 référentiels réglementaires français, qui sont le premier, le fameux article CH35, et le suivant, le guide pratique qu'on appelle le guide M, qui sert pour les magasins de vente dans les centres commerciaux. Il date de décembre 2017. Et pour commencer, vous mettez votre nom de projet, vous pouvez mettre un descriptif, et vous allez cliquer sur le bouton « Commencer ». Hop, super.
On va suivre sur cet outil un certain nombre de pavés qui sont en haut. Là, c'est du calcul très normatif, hein. La norme vous demande de choisir entre une application de confort et les autres applications. J'ai décidé de faire du confort pour un lundi matin, c'est pas mal. Ce que vous voyez là, c'est l'écran d'après. Donc pour le calcul, vous avez le choix entre un certain nombre de bâtiments. Vous voyez, on a sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types de bâtiments, hein. Des bâtiments d'habitation, des bâtiments industriels, des établissements recevant du public de 5e catégorie, de première catégorie, magasins non magasins, du tertiaire non ERP. Et vous avez également un élément à préciser, c'est si vous avez des étages supérieurs sans issue de secours ou des étages en dessous du niveau du sol, c'est important pour la sécurité. On est resté en confort classique. Pour chacun des types de bâtiments, vous avez le choix entre un certain nombre d'applications. Là, on va regarder que celles qui sont prévues pour un bâtiment résidentiel. Il y en a d'autres pour d'autres types. On fait valider. On vient choisir ses fluides. L'outil, par défaut, propose quelques fluides. Et vous avez la possibilité d'en rajouter un troisième. Alors là, c'est open bar, hein. Comme c'est un outil pédagogique, on n'a pas du tout filtré les fluides aux équipements tels qu'on les connaît sur le marché. Donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. De mémoire, je crois que j'avais pris le R454C. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est ça. Voilà, un A2L. On vérifie si le système est scellé ou pas. Voilà, c'est un monospeed, donc il n'est pas scellé. Donc je vais le laisser à non et je valide. Ensuite, dans le calcul normatif, vous devez préciser le type d'accès. Donc vous avez 3 types d'accès dans la norme, hein, l'accès général, l'accès surveillé et l'accès réservé. On vous a mis les définitions, bien évidemment, sur le site. Ce sont celles de la norme, on n'a rien inventé. Et vous devez préciser pour certains types d'accès si vous donnez dans un local pour lequel il y a moins d'une personne par 10 mètres carrés. Important en réfrigération en particulier. Je vais rester sur l'accès général. Ensuite, vous devez définir la classe d'emplacement de votre équipement. Là aussi, elles sont définies dans la norme. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. De mémoire, j'ai dû prendre l'accès de classe 1, hein, puisque les parties du système frigorifique sont dans l'espace occupé. Et ensuite, vous arrivez à cette page-là. Alors là, vous devez choisir le type d'emplacement. Ce n'est pas hyper intuitif, en effet. On n'a pas voulu mettre de valeur par défaut. Donc, vous avez 4 types d'emplacement, hein, emplacement au sol, sous fenêtre, emplacement mural ou des plafonniers. Et ensuite, vous avez 2 options. Soit vous entrez la surface du local, enfin, ou plutôt ses dimensions, hein, longueur, largeur, hauteur. Soit vous rentrez la charge, au choix. Et là, de mémoire, j'ai dû partir sur les dimensions du local, si je ne me suis pas trompé. Attention, hop, c'est ça. Non, non, oui. Et ensuite, on valide. Et on arrive sur ce qu'on appelait le rapport, en fait, puisqu'on a le descriptif de l'installation du projet que l'on vient de saisir, avec bâtiment, référentiel, etc., les fluides que nous avons étudiés, et on se retrouve avec le calcul de limite de charge selon la norme NFEN 378, annexe C. Vous avez une charge maximale en fonction du fluide, et vous avez dans certains cas, c'est le cas notamment des A2L, le calcul de charge selon la méthode alternative de l'annexe C3. Dans cette annexe, on vous précise la charge maximale en fonction du nombre de dispositifs de sécurité additionnels que vous pouvez mettre sur votre installation. Vous pouvez ensuite télécharger le PDF. Il suffit juste d'appuyer dessus. Vous pouvez récupérer ainsi le document. Et on a souhaité un outil assez ergonomique dans lequel on peut revenir en arrière pour aller modifier un certain nombre d'emplacements, par exemple la classe, ou tiens, dans cet exemple-là, ce que je vais faire, c'est que j'ai supprimé les caractéristiques du local, et puis je suis arrivé en disant, ben voilà, dans mon monosplit, j'ai une certaine charge, j'ai mis 1,5 kg de fluide, et les calculs ont été refaits en tenant compte de la charge, et j'ai pu récupérer les surfaces minimales des locaux dans lesquels je pouvais installer mon unité intérieure. Et voilà, je crois que ça devrait se terminer ici. Est-ce que vous pouvez passer à la diapositive d'après, s'il vous plaît? Merci. Alors, on est à la fin, sauf qu'on ne pouvait pas s'occuper à la fois d'Interclimat et de ces charges fluides.
Donc le site sera en ligne courant octobre. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier et passer à la slide d'après. C'est quelque chose de simple, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de questions. Je vous propose que je passe la parole à Mathias. Je crois que c'est à toi maintenant. Est-ce que vous pouvez changer de diapo s'il vous plaît? C'est ça. Parfait. Merci Jérôme. Donc, merci à Uniclimat pour l'invitation. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Mathias Blancard, donc, je suis chargé d'affaires au CETIAT. Donc, le CETIAT, c'est pour le Centre technique des industries thermiques aéroliques. En tant que centre technique, on mène des actions collectives et notamment on a monté ce projet autour des nouveaux fluides frigorigènes pour aider nos ressortissants au développement de packs résidentiels horizon 2030. Donc nos ressortissants, ce sont tous les fabricants français de machines thermodynamiques. Donc slide suivante s'il vous plaît. Donc pour parler de ce projet, je vais commencer par un petit point de contexte donc, qui a été bien introduit par Jérôme et Monsieur Philippe. Donc ici à gauche, vous voyez la situation passée avec les fluides qu'on trouvait dans nos packs résidentiels et les évolutions réglementaires ont modifié l'utilisation des réfrigérants avec à droite en vert le futur. Le point de départ de ce projet, c'est qu'une question subsistait. C'était le remplaçant du R410A. Donc là, on est en 2020 au lancement du projet. On se posait des questions. Le remplaçant concret n'avait pas encore été défini, même si on avait quand même des idées de familles de fluides qui pouvaient répondre à ce besoin. Donc les HFO et les HFC. Ces deux familles donc, présentent néanmoins des problématiques. Donc la première, c'est la problématique sécurité, car les fluides qui composent ces familles sont inflammables. Et la deuxième, c'est de maintenir les performances de nos systèmes, notamment pour satisfaire le marché. Donc ce que le CETIAT a proposé en collaboration avec ses ressortissants et les ressortissants du CETIM, c'était un projet avec le CETIM, c'est de réaliser les travaux suivants qui ont été faits. Donc une étude des analyses de risque qui avait été faite sur l'inflammabilité et la toxicité. Tâche 2, l'identification des solutions à travers une veille technique, une veille scientifique des études de l'ensemble des laboratoires autour du monde, qui permettait d'identifier des solutions sur la limitation de risque et le gain de performance. Et enfin, la dernière tâche qui va être l'objet des slides suivantes, c'est la conception et l'étude de prototypes pour éprouver les différentes solutions identifiées. Donc vous pouvez passer à la slide suivante. Je vais ici vous présenter le prototype A qu'on a réalisé, donc il y a maintenant 1 an ou 2, je ne sais plus bien, qui représente donc une PAC OO fonctionnant au propane, avec comme objectif symbolique la charge inférieure à 150 grammes pour passer sous le seuil le plus bas de la 378. Donc une PAC OO comme ça représente le circuit qu'on a dans une monobloc hydrosplit. Les deux principaux leviers de conception qui nous ont permis de réduire la charge, le premier c'est de minimiser la taille des composants et des tuyauteries. Donc on se retrouve avec le circuit que vous voyez en photo qui en fait est très compact, on le voit peut-être pas bien à l'image mais qui est vraiment très très compact. Je précise juste que l'objectif c'était d'avoir une puissance nominale de 5 kW. Et le deuxième principe de conception qui nous a permis de réduire la charge, c'est de diminuer la quantité d'huile. Et pour cela, on a dû changer de compresseur, c'était le moyen d'y arriver. Les résultats obtenus sont indiqués ici. Donc, pour le premier compresseur testé, le rotatif hermétique, on a fait une optimisation de charge qui a abouti à 150 grammes aux conditions données, avec une puissance de 4,5 kW, un COP de 2,8. On a ensuite donc changé de compresseur pour réduire son volume interne et surtout réduire beaucoup le volume d'huile qui en fait absorbe beaucoup de réfrigérants. Donc le fait de changer de compresseur nous a permis de refaire une optimisation de charge de circuit et on est tombé à 90 grammes. Donc 90 grammes pour une puissance de 5,1 kW, on était très satisfait, on a été passé largement en dessous du seuil symbolique. Petite vigilance quand même, en fait, donc c'est un compresseur qui nous vient de l'industrie automobile à spirale semi-hermétique et donc attention aux performances à faible fréquence. Slide suivante s'il vous plaît.
Donc là, deuxième prototype. Donc évidemment, les études des prototypes sont bien plus détaillées dans nos rapports techniques. Là, c'est des synthèses pour vous présenter l'ensemble des travaux qu'on peut réaliser au CETIAT. Donc prototype B, c'était toujours une PAC au propane, cette fois-ci RO. Et l'aspect intéressant ici, c'est qu'on a voulu utiliser un évaporateur micro-canaux dans l'optique de venir étudier les problématiques que ce genre d'évaporateur possède, c'est-à-dire le givrage, la mauvaise répartition du fluide, la mauvaise évacuation des condensats. Donc pour cela, on a utilisé une conception relativement innovante avec des hélènes persiennées, une distribution par capillaire, une installation verticale à une passe et inclinée pour faciliter le ruissellement des condensats. Et ce qu'on a observé, c'est un réel gain en performance, une diminution du pincement, etc. Par rapport à une batterie à ailettes puissance équivalente, on a eu un énorme gain en encombrement et en volume interne, donc par la suite en charge. Et avec cet évaporateur, une excellente évacuation des condensats, donc aucune problématique au suite des dégivrages ou même de la condensation. Dernier point qu'on a voulu étudier dans cet évaporateur, c'est la répartition du fluide. Très souvent, les évaporateurs micro-canaux avaient une seule entrée et une seule sortie avec plusieurs passes qui provoquaient des zones où vraiment le fluide ne parcourait pas du tout l'échangeur. Et là, avec cette installation, on voit à gauche en fait la répartition du fluide qui est plutôt bonne. L'idée, ça aurait été d'avoir une horizontale parfaite des isothermes. Et on voit à droite une mauvaise répartition. Donc entre les deux, on a joué techniquement, on a ajouté des composants pour réussir à améliorer cette répartition. Donc là aussi, on était très content du résultat. Slide suivante, s'il vous plaît. Dernier prototype, le prototype C, donc toujours une pompe à chaleur au propane, cette fois-ci RO, monobloc intérieur. L'idée dans ce prototype, c'était d'évaluer le gain qu'on pouvait faire avec l'utilisation d'air extrait en plus de l'air extérieur. Donc l'air extrait était forcément plus chaud que l'air extérieur, donc venait augmenter un petit peu la température sur notre évaporateur. Et donc ce qu'on a observé en chauffage, il faut bien distinguer donc les conditions non givrantes, il y a eu un vrai gain parce qu'on a pu voir des conditions qui avant étaient givrantes sont devenues non givrantes, donc là un énorme gain. Par contre sur les conditions qui sont givrantes, le fait d'extraire de l'air qui est plus humide qu'à l'extérieur va apporter plus d'humidité et on va avoir un givrage qui est beaucoup plus rapide, donc là des pertes sur les conditions givrantes. Et en climatisation, il y a plus cette problématique, donc les gains sont un peu moins importants, mais ils sont présents quand même. Dans ce prototype, on a aussi ajouté un échangeur interne pour un peu apporter des éléments de réponse à nos ressortissants sur les questions qu'ils avaient. Et sur cet échangeur interne, on a observé des améliorations de l'ER, une diminution du givrage, parce que l'intérêt, c'est que la surchauffe se faisait à l'extérieur de l'évaporateur, donc forcément, on diminuait la température de saturation dans l'évaporateur, ça diminuait le givrage. Néanmoins, point de vigilance, c'est qu'il faut, pour utiliser un échangeur interne, un bon dimensionnement. Comme on le voit, nous, on a eu un petit surdimensionnement. L'idée, c'est uniquement de faire la surchauffe dans l'évaporateur interne et pas de faire de l'évaporation. Donc là, on voit que notre module en verre est un peu surdimensionné. Et donc, attention, s'il est trop surdimensionné, il va provoquer des pertes plus que des gains. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous ai présenté très rapidement les 3 prototypes. Pour nos ressortissants, l'intégralité des résultats est disponible et les ressortissants du CETIM, l'intégralité des résultats est disponible. On va aussi mieux présenter en détail les résultats lors de notre congrès CETIAT fin novembre. Néanmoins, pour conclure sur les 2 problématiques évoquées, on a réussi à éprouver des solutions, on a réussi à mettre en place des choses soit pour gagner en efficacité, soit pour réduire la charge au final. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je précise notre stand, donc on va être disponible avec Walter sur ce salon pour répondre à vos questions. Si vous en avez en direct sur la présentation, on peut peut-être les prendre. Non, donc pas de questions. Je vous remercie quand même. Je vous attends sur le stand si vous voulez discuter. Tu as été très clair. Merci Jérôme. Il m'en reste une. C'est bon.
Eh bien écoutez, merci pour cette présentation très détaillée. Nous avons encore une fois 3 jours suivants après aujourd'hui pour évoquer toutes ces questions sur ce forum Interclimat. Nous avons également, je vois devant vous, un ouvrage collectif dont je vous laisse la présentation. Merci beaucoup. Vous pouvez avancer de 2 diapositives de mémoire. Voilà, je vais vous parler d'une initiative collective qui a été faite au sein de l'Association française du froid. L'Association française du froid, on ne la présente pas, elle existe depuis le début du siècle dernier presque. Et elle a 4 missions essentielles, hein. C'est faire connaître le froid et ses applications, développer la connaissance scientifique et technique. Elle offre un espace aux experts du froid et elle promeut et défend les filières du froid auprès des pouvoirs publics. Voilà. Ce dont je vais parler, c'est ça. Et vous pouvez passer à la diapo d'après, s'il vous plaît. Voilà. C'est un guide qui s'appelle « Pratique des installations frigorifiques au R290 ». Du coup, vous avez bien compris que le R290 était un des fluides de demain qui a sa place. Ce ne sera pas le seul, mais il est important parce qu'il a des différences par rapport à d'autres fluides. Là, vous avez dans la diapositive un certain nombre d'éléments, hein. Il a un faible PRP, il a un TVI inférieur, Bernard en parlait tout à l'heure. Et il faut pouvoir faire des choses tout en maîtrisant les risques. Et sa principale contrainte, comme vous l'a dit Mathias juste avant, c'est son inflammabilité. Donc il est important de ne pas faire n'importe quoi avec. Et vous pouvez passer à la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc ce guide a été fait par des experts de l'ensemble de la chaîne de valeur. Le guide que vous avez là va vous guider, du coup c'est le cas de le dire, hein, sur tous les aspects de l'installation, de sa conception à la fin de mise des équipements, au démantèlement des installations, en passant par la conception, la mise en œuvre, l'exploitation et la maintenance. C'est un ouvrage unique. À ma connaissance, et même en Europe, j'en ai pas vu beaucoup qui traitaient l'ensemble des sujets. On parle de toutes les applications du froid, ça aussi c'est important, on n'est pas que pour du résidentiel, on travaille essentiellement aussi sur du froid industriel, sur du froid commercial. Et normalement c'est la diapo d'après. Voilà. Alors le stand H3P073, il est par là-bas au fond, droit face à moi. Vous faites demi-tour. Et puis Abigail Faure, qui est la déléguée générale de l'Association française du froid, vous fera un plaisir de vous y guider, puisque ce guide-là, celui-là, je vais le lui rendre parce qu'il lui appartient. Et ensuite, rendez-vous sur le stand de l'AFF pour la suite des opérations. Merci de votre intervention, bravo à vous, on peut vous applaudir. Vous étiez à cette présentation les premiers intervenants de ce forum Interclimat en ce premier jour de Batimat. Messieurs, je vous souhaite un très bon salon et je vous dis, eh bien écoutez, à bientôt. Quant à vous, chers spectateurs, si vous souhaitez prolonger les échanges, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand H3P73. Enfin, cette conférence est enregistrée. Vous la retrouverez d'ici une dizaine de jours sur la chaîne YouTube de Batimat. Bon salon à tous!